on marche, on est en pleine nature avec un auteur, Badr. Salam alaikum. Je te remercie d'être alaikum salam, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Mon jeune podcast qui vient de commencer. La dernière fois, le premier podcast, c'était avec le fiston. Je me suis écouté hier. Sur lui. Ça va, ça t'a plu? Oui, c'était intéressant. C'était un sujet que je connaissais pas trop. Ouais. Le sport, surtout les sports de combat, et le voir parler de l'autobiographie, de comment il l'a ressenti, c'était vraiment intéressant. Ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant de parler avec le fiston. Il y a un truc de transmission, parce qu'à la base, c'est un livre que j'avais lu, et puis lui, il l'a lu, mais d'une manière différente, avec un âge différent, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Et j'essaierai de faire d'autres podcasts avec lui, s'il est d'accord. Donc là, je suis avec toi. Je tenais que tu viennes me rejoindre, parce que tu as beaucoup de choses à dire. Bientôt, tu vas sortir ton tome 2 de l'œil de Goliath, c'est ça? Des terres fertiles, voilà. Le premier tome, c'était l'œil de Goliath. Ouais. Le deuxième, il est pas encore terminé. J'espère bientôt le finir, Inch'Allah. Mais voilà, je profite un peu de l'occasion pour expliquer que c'est pas fini. Hein. Je suis toujours en train d'écrire, même si je donne 0 nouvelle. Voilà, c'est toujours là. Je sais que ton premier, quand tu l'avais sorti, il avait eu un certain écho positif. Parce que moi, je m'étais dit, bon, t'as sorti le tome 1, comme c'est une saga, c'est bien de pas trop tarder pour sortir le tome 2. Tu m'avais conseillé de le sortir rapidement après, et c'est ce que je comptais faire. Hein. C'est juste que voilà, je suis rentré dans des sujets. À chaque fois que j'approfondissais un sujet, je me rendais compte que en fait, il fallait que j'approfondisse celui-là. Ouais. Et même si c'est un roman, donc ça doit garder une certaine fluidité de lecture, j'ai envie d'apporter quand même une certaine consistance dans les idées, ce qui fait que quand je dois compresser à la fin tout ce que j'ai lu, et pour l'intégrer dans le récit, en fait, c'est ce processus-là qui prend beaucoup de temps, en fait. Surtout d'approfondir et ensuite de compresser pour garder un récit qui soit à la fois fluide et consistant. Super. Donc là, on va aller au tout début. On va aller par le commencement. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? À l'écriture? Pour l'écriture, j'écris déjà depuis que je suis petit. Je faisais des petites histoires que je lisais à ma classe. Ça te dérange pas qu'on s'assoie ici au petit banc, là? Ouais, il y a des canards et tout. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. J'écrivais des petites histoires que je montrais à ma classe au début. Ouais. Je comptais pas faire de ça une vocation, en fait, même si je lis j'aime bien lire, etc. Mais comme on en discutait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, notre rapport au monde en général, ça concerne tout le monde, je pense, il est construit beaucoup à partir de récits. Et je trouvais qu'il manquait de récits auxquels j'arrivais à m'identifier pleinement. Peut-être pas pleinement, mais en tout cas, à un certain niveau. Et même si tous les récits que j'ai pu lire, tous les romans que j'ai lus, m'ont apporté chacun quelque chose, j'arrivais pas à m'identifier pleinement aux personnages que je lisais. Il manquait toujours quelque chose qui fait que j'ai voulu apporter un roman, parce que c'est le support que je maîtrise le mieux, enfin en tout cas celui que j'ai le plus consommé. Et donc je voulais apporter un récit en fait qui me ressemble. C'est très bien ce que tu dis, parce que on en avait déjà parlé par le passé, et puis c'est intéressant. Tu parlais de récits, et tu me disais que les récits, c'est ce qui nous accompagne depuis notre temps, depuis l'enfance, et c'est avec ça qu'on construit notre personnalité et notre vision du monde. Et aujourd'hui, le récit, l'outil qui prédomine le récit, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Ouais. C'est vrai que nous, en tout cas moi, je suis plus âgé que toi, j'ai grandi avec la télé. J'avais pas de bibliothèque à la maison, tu vois ce que je veux dire, je suis un enfant de la télé. Ma mère lisait beaucoup, mais comme mes parents se sont séparés, j'ai vécu un moment avec mon père, donc j'avais pas de livres autour de moi. Et on a grandi avec les films, quoi. Avec des héros. Moi, à mon époque, c'était Stallone, c'était Schwarzenegger. Ah, moi, j'ai pas connu ça. T'as pas connu ça? Déjà, j'avais pas la télé, moi. Ouais. Déjà, je remercie ma mère pour ça. C'est que même si c'était un peu, des fois compliqué dans mon j'ai eu un accès très limité à la télé. Donc c'était Van Damme. Après, il y a eu les séries, toutes les séries. Après, il y a eu Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Netflix aujourd'hui. Nous, on a grandi avec, à l'époque, des idoles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis une génération. Pour certains, oui, c'est vrai que c'est des idoles dans le sens où beaucoup construisent leur vocation, leur personnage par rapport à ces récits. Tout à fait. Moi, j'ai grandi avec, comme je te disais, avec ces icônes, avec Michael Jackson, dans la musique avec Michael Jackson. Et après, il y a eu le rap et tout ça. Tu vois, ça nous a.
on n'était pas préparé à ça, tu vois ce que je veux dire. On l'a consommé, c'était devant nous et c'est ce que j'avais moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'avais pas de garde-fou et j'étais baigné dans ça, donc et automatiquement, si nous on a consommé ça naïvement, ceux qui nous le proposaient, c'est pas naïf, tu vois ce que je veux dire. Il y a tout un concept. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a toujours une vision. Quand quelqu'un propose quelque chose, en général, il y a une vision derrière. Il y a une vision derrière, et puis c'est ça, des millions et des milliards dans des films avec un gros budget, tout ça. C'est pas que pour le divertissement, tu vois. C'est on t'incruste des idées, tu vois. Ouais, c'est en grande partie. Ouais. L'objectif, c'est de proposer des idées, d'implanter une culture, une façon de voir le monde. Surtout construire une vision du monde et un rapport au monde, en fait. Voilà. La principale clé, c'est ça. C'est dans tous les récits. Tous les récits ont un peu cette chose en eux, en fait. Qu'ils le veuillent ou pas. Certains de façon plus consciente que d'autres. Mais... Et toi, tu as voulu, c'était ta principale motivation, c'était de proposer un récit qui te ressemble, c'est ça? Ça, oui, voilà. Qui alliait plusieurs... En fait, je me suis rendu compte que j'ai grandi dans un environnement qui mêlait plusieurs espaces, plusieurs domaines, en fait, que j'ai jamais retrouvés ensemble dans un roman. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'est le fait que j'ai grandi... je suis, on va dire, issu de l'immigration. J'ai grandi en France. Donc, je suis né à Besançon. Et donc, cette partie... Donc, tu as grandi à Besançon. Ouais. Tu es né à Besançon. Ouais. Ok. Et maintenant, tu vis en région parisienne. Oui, c'est ça. Le mélange cette espèce de mélange de culture, en fait, à la fois issu de l'immigration et musulman, parce que c'est pas forcément systématique, mais voilà. Et dans mon cas, l'informatique. En tout cas, le domaine de la technique. Et ces deux domaines-là, qui n'ont a priori rien à voir entre eux, j'ai grandi dans ces deux domaines-là, et en fait, c'est des portes que j'ai vues entre ces deux domaines-là qui m'ont poussé à écrire un récit qui mélange ces deux mondes et qui sert lui-même de porte pour ouvrir d'autres horizons. Donc ce roman, voilà, il est constitué de combien de personnages? C'est quoi les personnages principaux? Les personnages principaux, il y en a deux, donc qui représentent ça. Donc à la fois Amine, jeune musulman, qui vit dans un monde, qui essaie de se construire dans un monde qui évolue à toute vitesse. C'est une chose déjà qui est pas évidente, dans laquelle je me reconnais. Et est-ce que tu t'inspires du réel pour construire tes romans? Il y a des personnages. Oui, il y a beaucoup. En fait, le personnage d'Amine, il est inspiré de plusieurs personnes que j'ai connues. C'est une fusion un peu de personnes avec qui j'ai grandi, de jeunes musulmans avec qui j'ai grandi. Et même si c'est pas un personnage 100% réaliste, mais c'est quand même une espèce de représentation à la fois de l'énergie que certains peuvent avoir, énergie parfois gaspillée, parfois utilisée dans le bon sens, d'une volonté de bien faire, à la fois d'une espèce de volonté, une espèce de rage un peu incontrôlable, et à la fois une espèce de... et à la fois la présence de la foi qui guide, pour certains plus que d'autres, les actes en général. Ok, donc toi c'est un personnage issu de l'immigration, c'est ça? Oui. Musulman, qui vit dans une époque où tout va vite. C'est ça, voilà. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Et qui est dans l'informatique. Ouais, voilà. Donc c'est ça le personnage principal. Et le deuxième personnage? Le deuxième, il représente un autre monde en fait, celui que je rencontre au quotidien. C'est inspiré de plusieurs personnages que j'ai connus, dont un qui a commencé dans la physique pour finir dans l'informatique. Et c'est son patron dans le Non, c'est pas son patron. C'est pas son patron. Et c'est quelqu'un qui va rencontrer par l'islam justement, parce que c'est le point de contact entre les deux, c'est ça. Ok. C'est quelqu'un qui est à la tête d'une industrie qui a son histoire, mais Oui. qui à la fois qui a une nouvelle page, un nouveau chapitre de son histoire en fait. Parce que la dynamique dans laquelle beaucoup d'industries s'inscrivent aujourd'hui, c'est l'innovation technologique. Oui. Toujours aller plus loin, plus vite, mieux. Et ce personnage-là, il est dans une autre démarche en fait. Il est dans la démarche dans une démarche d'interrogation, et il essaie de remettre un peu plus de sens dans ce qu'il fait. Michael, on parle de Michael. Voilà, on parle de Michael. Et en fait, justement, il essaie de remettre du sens dans ce qu'il fait, et il se fait doubler par un concurrent qui va le pousser encore plus dans ses retranchements et à se remettre en question et à accorder ses idéaux avec son activité. Et c'est super chose actuel. qu'essaye de faire Amine aussi. C'est super actuel. Ça, on peut penser... moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est... tu me parles de Michael... industrie, rapidité, question de sens, ça me fait penser un peu à Elon Musk, peut-être différemment. Bon, c'est pas vraiment Elon Musk, mais on peut en tirer un petit peu, ouais, effectivement. Tu vois, aujourd'hui, c'est les nouveaux
héros de la société, ceux qui sont dans l'informatique, la Silicon Valley. Effectivement, oui. Marc, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg. Il y a un troisième personnage justement qui joue un peu le rôle du méchant entre guillemets. C'est Eric Alexandre qui joue ce rôle d'industriel qui un peu véreux. Un peu véreux, mais pas que. Il porte en fait, il est là aussi pour porter une vision. C'est lui qui se fait qui est l'ambassadeur du transhumanisme de la. Transhumanisme, tiens, ça se rapproche avec. En fait, c'est pas directement du transhumanisme, mais en fait, quand on voit un petit peu dans quel sens vont les évolutions de la technologie aujourd'hui, c'est là voilà. Même s'il y a plusieurs transhumanismes, après il y a plusieurs écoles, mais globalement, on arrive à ça. Plusieurs écoles. Ce qui est intéressant, là, j'ai une petite digression, c'est que ton roman, il parle du transhumanisme aussi. Moi, mes deux tomes, diptyque Ilias, ça parle de ça. Il y a le frère Thomas Sibyl, qui a fait son dernier livre, là. Il parle de ça. Je trouve que c'est super intéressant aujourd'hui que des auteurs, entre parenthèses, musulmans, s'approprient ça pour en parler et pour donner une substance pour pouvoir réfléchir par rapport à ces... C'est aussi le but de ce que j'écris. Et en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que même si le sujet de l'informatique peut paraître très technique, en réalité, tous ceux qui le poussent, ils ont tous une autre vision derrière. Enfin, ça part toujours d'une vision de l'homme et de ce qu'on veut apporter à la société ou apporter à l'être humain pour construire une solution qui va prendre la forme d'une technologie. Parce que, par exemple, le transhumanisme, c'est une certaine vision d'un idéal humain. Oui, bien sûr. Moi, quand je pense à ça, je me dis c'est des concepts des concepts comme le communisme, comme le capitalisme, et maintenant il y a le transhumanisme. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient s'imbriquer par-dessus. Tu vois, moi, je pense que c'est une idéologie. Pour moi, à la fin, c'est tu vas te rendre compte de la supercherie, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. En fait, c'est un sujet assez vaste, mais par là où j'essaie de prendre le morceau, c'est toujours ramené à la personne qui est derrière. Parce que quand on parle de transhumanisme, souvent, on essaie de donner une espèce d'âme à la technologie, comme si qu'elle portait un but en soi. Et en fait, c'est le morceau par lequel j'essaie d'aborder le roman qui parle pas de transhumanisme en tant que tel, mais qui va vers ça, c'est qu'il rappelle qu'il y a toujours des êtres humains derrière qui ont une volonté. Oui, bien sûr. Et moi, c'est cette volonté humaine-là que j'explore. C'est pas le transhumanisme en tant que... Ouais, le transhumanisme, c'est que l'outil qu'il y a aujourd'hui. Certains en font une espèce de culte et ils pensent que ça va... Oui, il y en a vraiment certains qui sont même allés jusqu'au culte. Mais ouais, ça va jusqu'au culte. Oui, et tu sais que, par contre, tu vois un mec comme un personnage comme Elon Musk, tout à l'heure, on parlait de récits. Et lui, ses récits, c'était Isaac Asimov. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il a grandi avec ses livres, et il en a cru c'est très biblique en lui, tu vois ce que je veux dire? C'est comme une religion. Mais la problématique de ça, c'est que ça oublie, en fait, tous ceux qui sont dans cette optique-là, ils oublient que la machine n'a pas de volonté en tant que telle, et de toute façon, elle reste dépendante de la volonté de celui qui l'a produit, qui en garde le contrôle. Et c'est pour ça un peu que je rentre dans certains détails techniques dans le roman, c'est pour montrer que ces outils-là, il y a toujours il y a toujours des êtres humains derrière qui ont une volonté. Et en fait, plutôt que d'aborder la technologie en tant que telle et de la juger en tant que telle, j'essaie de la juger par rapport à la volonté des êtres humains qui sont derrière. Ok, et ça c'est dans le premier... Ça c'est dans le premier roman. Premier roman. Donc ça, tu l'as sorti, il est sorti il y a à peu près un peu plus d'un an. Donc là, il y a le tome 2 qui va sortir. Ouais. Est-ce que tu abordes les mêmes thématiques ou c'est une évolution? C'est une évolution. En fait, dans le sens où la technologie, c'est juste une porte d'entrée pour traiter d'autres sujets. Même si dans le tome 2, la technique reste très présente, parce que c'est un domaine qui est familier. Aussi. C'est aussi l'actualité. Oui. Est-ce que c'est un livre qui est ancré dans son époque? Oui, clairement. Okay. Ça ne peut pas être autre chose, je pense. Donc il est à la fois ancré dans son époque, mais tourné vers... Ce que je veux dire là, c'est que tu fais pas les personnages vont pas... Tu fais pas des retours en arrière et tout ça, c'est ça que je veux te dire. En arrière, dans le tome 2. Dans quel temps? C'est-à-dire que tu vas dans un temps, peut-être dans les années 60, les années 80. Tu vois, des fois, ça arrive à faire des retours. En fait, justement, dans le premier roman, il y a certaines scènes qui font référence à des passages qui ont lieu 20 ans plus tôt, 30 ans plus tôt. Donc ça, c'est un des romans aussi que je compte écrire, mais c'est pas le principal. C'est pas le prioritaire. Pour l'instant, non, sur la suite directe. Voilà. La suite directe du premier, voilà. On reste focus. Voilà, je reste focus là-dessus, parce que l'autre, il y a des choses intéressantes. Parce que sinon, tu vas pas sortir de livre avant 4-5 ans. Peut-être que je te connais. Je vais essayer quand même de... Parce que si vous connaissez pas Badr, c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est très, très
très intelligent, très éveillé. La façon dont tu abordes ton travail, les romans, on ne travaille pas de la même manière, tu vois ce que je veux dire? On va discuter et tout ça. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est ton souci du détail. Mais fais gaffe de ne pas te noyer dans ton détail. C'est mon plus gros problème. C'est pour ça que j'essaie à chaque fois de compresser ce que j'ai. Je me permets de dire ça parce que je te connais et je connais tes capacités et je sais que le tome 2, normalement, si tu devais suivre ce que tu devais faire, tu vois ce que je veux dire, c'est sortir le tome 1. Mais il aurait dû sortir il y a 6 mois, 7 mois, voilà, exactement. C'est ça. Mais j'espère, et on espère tous, tous ceux qui aiment ce que tu fais, que l'attente, elle va nous permettre de mieux apprécier le tome 2. Ouais, j'espère aussi, Inch'Allah. Mais en fait, j'essaye de sortir quelque chose qui est... Si je le sors en l'état, il n'est pas prêt, parce qu'il est trop dense. Ouais. Et en fait, justement, c'était l'état dans lequel le premier était aussi, avant que je le sorte. C'était beaucoup trop dense, j'ai compressé. Ouais. Donc, c'est un équilibre difficile à atteindre, d'avoir à la fois un récit fluide et des idées consistantes. Et tu penses le sortir quand, le tome 2? Si on compte un mois pour tout ce qui est correction, édition, j'espère le sortir d'ici, on va dire, 8-9 mois maximum. Ah ouais, quand même. Quand même, oui. Parce que je m'attendais à que tu le sortes dans 2-3 mois. Non, 2-3 mois. À moins que je fasse ça à 6 heures par jour. Malheureusement, je travaille à côté, donc je peux pas. Ouais. À moins que je fasse ça à 6 heures par jour, il sortira pas dans 2-3 mois. Ok, donc on attend avec Après, ça. Après, peut-être qu'il y aura des surprises et que j'arriverai à me libérer du temps. J'essaye, moi, j'annonce ça pour me donner du temps. Parce que moi, j'aimerais sortir avant, bien sûr. J'aimerais sortir le plus tôt possible, mais voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour, Oui, je pense aussi, pour ce sujet-là. Donc, je te souhaite le meilleur. Merci, toi aussi. Et merci d'être venu à ce podcast, de venir me rejoindre. Merci à toi et peut-être à une prochaine. Inch'Allah. Merci.